Une fillette de 7 ans fut emmenée au cœur de la forêt par son père biologique et abandonnée dans une fosse aux serpents, comme si elle n'était rien d'autre qu'un fardeau à jeter. Personne ne s'exprima. Personne ne chercha. Seul un faisceau de phares de voiture traversa la nuit, et une main se tendit juste à temps. De ce contact, une vérité brutale, enfouie depuis 4 longues années, commença à se dévoiler lentement. Elle n'a pas besoin d'un héros. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne s'en ira pas. Ne dis à personne que ton père t'a amené ici, compris, marmonna Andrew en tirant sur le levier de vitesse. Ses yeux se posèrent nerveusement sur le rétroviseur, comme s'il craignait que le regard de la petite fille ne perce le brouillard de ses pensées. C'était un homme d'une 40aine d'années, décharné, voûté, avec la posture de quelqu'un depuis longtemps indifférent aux apparences. L'odeur rance et amère des vieilles cigarettes imprégnait son col, ses cheveux clairsemés, et même sa voix. Il ne parlait pas fort, mais chaque mot était sec et tranchant, le ton de quelqu'un habitué à donner des ordres, pas à répondre aux questions. Lila, 7 ans à peine, était petite pour son âge. Ses grands yeux noirs semblaient toujours voilés d'une brume lointaine, le regard d'une enfant trop habituée à l'endurance silencieuse. Elle ne hocha pas la tête, ne demanda pas pourquoi. Elle se contenta de resserrer son étreinte et fouilla dans la poche de son manteau. Lentement, elle en sortit une feuille de papier, pliée en plusieurs fois, une photo de sa mère. Sur la photo, sa mère souriait d'un sourire doux et penché, comme si elle se penchait vers elle, mais le temps, la pluie et les doigts tremblants d'un enfant avaient estompé l'encre, flouté les contours. Seuls les yeux et une partie de la bouche conservaient une trace de tendresse. La voiture roulait sur un chemin de terre caouteux, les roues tressaillant à chaque nid de poule, balançant Lila d'avant en arrière. De chaque côté s'étendait la forêt, dense, impitoyable. Les arbres se dressaient comme des os perçant la peau d'une terre mourante. Lila pressa sa joue contre la vitre froide, observant le monde devenir de plus en plus étrange à mesure qu'elles avançaient. Pas d'école. Pas d'épicerie. Pas l'ombre d'un marché nocturne. Seulement des arbres, des rochers déchiquetés et des canopées basses, lourdes comme si elles pesaient sur le ciel. Lila avait autrefois vécu ailleurs où elle ne se souvenait plus du nom, seulement que chaque matin, les oiseaux chantaient sur le toit de la cuisine et que sa mère se tenait devant l'évier, fredonnant une chanson qu'elle ne finissait jamais. Puis, un jour, sa mère disparut. Son père la déclara folle. Inapte à élever un enfant. C'était la décision du tribunal. Désormais, Lila vivrait avec lui et avec mademoiselle Gloria. Mais Lila savait que sa mère ne la forcerait jamais à manger des nouilles instantanées 2 jours de suite. Elle ne la laisserait jamais dormir sur un sol froid et nu. Elle ne crierait jamais « Tais-toi » juste parce qu'elle pleurait la nuit. « Tu as faim » demanda soudain Andrew, comme s'il se souvenait d'une corvée. Sans attendre sa réponse, il jeta une brique de lait vide par-dessus son épaule. Elle heurta la banquette arrière et roula par terre. « Nous aurons bientôt de la nourriture, quand nous nous arrêterons. »« Papa, où allons-nous » demanda Lila avec hésitation. Il rit, d'un rire sec et sans joie. « Juste un petit voyage. On s'ennuie à la maison. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle se contracta. Les adultes ne disent « un petit voyage » que lorsqu'ils ne veulent pas dire la vérité. Sa mère lui avait dit ça un jour, en faisant sa valise et en sortant pour la dernière fois. La voiture s'arrêta brusquement. Lila se précipita en avant, serrant son ours en peluche pour garder l'équilibre. Un vent froid s'infiltra par une fente de la vitre, apportant l'odeur humide de la terre forestière et la morsure âcre de l'arrière-saison. Andrew ne dit rien. Il sortit et fit le tour par l'arrière. Lila l'observa à travers la vitre, le regarda s'immobiliser un instant, le regard perdu dans les bois où l'herbe poussait sauvagement jusqu'aux genoux, où des pierres brisées jonchaient le sol comme les vestiges de tombes oubliées. Il n'y avait aucun signe, aucune empreinte de pas, aucun sentier. Juste un bout de terre désolé, si silencieux qu'on aurait dit que même le bruit l'avait abandonné. « Sors » dit-il sans se retourner. « Papa. Maman vient aussi ?» Les mots s'échappèrent des lèvres de Lila comme un réflexe, fragile et tremblant. « J'ai des choses à faire. Je reviens plus tard. Reste tranquille. Ne bouge pas. » Elle obéit et sortit dans le froid, tenant son ours et la photo. Andrew jeta son petit sac en tissu par terre. Sans un mot, il claqua la portière, remonta au volant et ne se retourna pas. « Papa » cria Lila, la voix brisée. « Je vais bien. S'il te plaît, ne pars pas. » Le moteur rugit. La voiture vira brusquement. L'herbe folle s'éleva dans un tourbillon de poussière,
et soudain, il disparut parmi les arbres. Lila ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle ne hurla pas. Elle resta simplement accroupie près d'une racine basse, les bras autour des genoux, son petit corps se recroquevillant sur lui-même comme une feuille qui se plie sous la pression du vent et du froid. Un silence s'abattit sur la forêt, si complet que même sa propre respiration lui parut étrange. Un léger bruissement derrière elle la fit tournoyer. Sous les hautes herbes, une vipère à queue rouge releva la tête. Elle passa devant elle, indifférente, sans se presser, comme si sa présence importait peu. Elle ne la frappa pas. Elle continua simplement son chemin, tel un seuil silencieux entre la vie et la mort. Le serpent disparut derrière un rocher. Tout comme son père. Sans retour en arrière. Sans remords. Maman viendra, n'est-ce pas, murmura Lila, les lèvres tremblantes. Le vent se leva, lui arrachant la photo des mains. Elle se précipita à sa poursuite, la serrant contre sa poitrine, s'accrochant fermement à ce dernier morceau de son monde. Le soleil avait disparu derrière les montagnes. La lumière s'estompait lentement, comme si même le ciel ne pouvait témoigner de ce qui restait. Et pourtant, la jeune fille restait là, seule. Personne ne savait. Personne ne venait. Jusqu'à ce qu'un phare perce l'obscurité. Ce n'est pas la lune. Ce n'est pas un rêve. Une vraie lumière. Se rapprochant. Un SUV noir s'engagea sur un étroit chemin de terre, oublié depuis longtemps. Sur la banquette arrière, Nathan Grayson était assis, immobile et silencieux, drapé dans un vieux costume noir dont le tissu était froissé par le temps et les souvenirs. Son regard fixait la fenêtre, perçant les bosquets de pins comme s'il cherchait quelque chose depuis longtemps perdu. Il avait une quarantaine d'années. Gray touchait déjà ses tempes le sillage silencieux d'un chagrin qui ne s'était pas estompé depuis la mort soudaine de sa femme, 5 ans auparavant. Sur ses genoux reposait un simple bouquet de fleurs blanches. Rien d'extraordinaire. Juste assez pour la tombe. Sur le siège avant, Peter, son fidèle chauffeur d'une soixantaine d'années, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et parla, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce que quelque chose dans sa poitrine le pressait, lourd et urgent. Tu sais, dit Peter, les mains agrippées au volant, quand je me suis marié, je pensais que je ne pourrais pas survivre si elle partait avant moi. Nathan ne répondit pas. Il resta assis, immobile, le bouquet intact. La voiture avançait lentement, ses pneus crissant sur les feuilles mortes et les cailloux. Le soleil avait disparu depuis près d'une demi-heure, ne laissant derrière lui qu'une pâle lueur grise, comme un souvenir accroché au crépuscule. Soudain, le SUV a ralenti, pas à cause d'un nid de poule, ni pour un virage. Peter fronça les sourcils et pencha la tête. Tu entends ça? Nathan ouvrit les yeux. Au-delà du ronronnement du moteur, au-delà des soupirs de la forêt, ils l'entendirent tous deux faibles, brisés. Pas vraiment le miaulement d'un chaton. Plutôt le sanglot d'un enfant, doux et tremblant. Peter arrêta la voiture. Il coupa le moteur. Aucun des deux ne parla. Nathan ouvrit doucement la porte. Le froid s'engouffra comme une main invisible. Il sortit, fit quelques pas, puis s'arrêta. Le bruit résonna. Plus proche maintenant. À peine audible, presque emporté par le vent. Peter s'apprêta à le suivre, mais Nathan leva la main. Je vais vérifier, dit-il, calme et posé. Pas de panique. Juste une certitude tranquille. Il quitta la route, se faufilant à travers les broussailles basses, ses chaussures bruissant sur les feuilles mortes. Les arbres s'ouvrirent légèrement, juste assez. Quelques mètres plus loin, il l'aperçut. Une silhouette minuscule, blottie contre un tronc noueux, comme si elle cherchait à disparaître dans l'écorce, à s'enfoncer dans le sol et à disparaître. Sa chemise était fine, l'ourlet effiloché. Des cheveux emmêlés lui masquaient la moitié du visage. Ses mains tremblaient, serrant ses genoux. Et dans sa petite paume. Elle tenait dans ses mains une vieille photographie froissée, ses bords estompés par les larmes. Ses yeux, grands ouverts, n'exprimaient pas seulement la peur, mais portaient en eux quelque chose de plus profond, de plus dérangeant, la solitude absolue d'un enfant trop jeune pour comprendre pourquoi on l'avait laissé là, mais déjà pleinement conscient de ce que signifie ne pas être choisi. Elle recula à la vue de Nathan. Il s'arrêta, s'agenouilla, mais ne s'approcha pas davantage. Il plongea son regard dans le sien, sans chercher de mots réconfortants, sans feindre la sympathie. Il ôta simplement son manteau, le tendit vers elle, et murmura doucement, « Tu as très froid, n'est-ce pas »
La fillette mordit sa lèvre, son corps tremblant comme une feuille prise dans le vent. Est-ce que tu es un méchant? La question fit hésiter Nathan. Il acquiesça lentement, puis baissa la voix, presque à un souffle que seul lui pouvait entendre, « Je ne vais pas te laisser ici. » Elle le fixa longuement. Puis, lentement, elle tendit la main et toucha le bord du manteau. Dès qu'il le déposa sur ses épaules, elle se blottit contre lui, soudainement, sans prévenir. Alors, Nathan l'entoura de ses bras, la serrant fort, comme s'il s'agrippait à quelque chose en lui qui menaçait de se briser, un sentiment enfoui depuis longtemps, un mélange de douleur sourde et de chaleur humaine. Quelques minutes plus tard, Nathan porta la fillette jusqu'à la voiture. Peter ouvrit la portière arrière, sans un mot. Son regard s'adoucit en apercevant la petite fille, toujours cramponnée à son ours en peluche et à la photo. À l'intérieur du SUV, Nathan l'allongea doucement sur la banquette, glissa le manteau sous sa tête comme un oreiller, puis se tourna vers Peter. L'hôpital le plus proche. Peter hocha la tête, démarra. 14 miles au nord. Le silence s'installa entre eux. Le moteur ronronna de nouveau, les phares taillèrent l'obscurité. Cette fois, Nathan regardait par la fenêtre, non pour oublier, mais pour se souvenir, ce bosquet, cet arbre, cet endroit précis où un enfant avait été abandonné, mais pas pour toujours. Le SUV poursuivait sa route, laissant derrière lui une obscurité silencieuse et immobile. Pourtant, cette fois, cette obscurité ne dévorait pas la vie tout entière. Cette fois, une lumière avait réussi à s'y frayer un chemin. Dehors, le vent balayait le long du corridor vitré, emportant avec lui le léger claquement des branches contre les vieux murs de pierre. Kingswell County Hospital n'était jamais un endroit bruyant, mais le silence qui y régnait n'avait rien de rassurant. L'odeur d'antiseptique et les lueurs tremblotantes des néons créaient un espace où la chaleur semblait absente, un lieu qui ne s'effondrait pas, ne s'exprimait pas, se contentant simplement d'exister. Dans la chambre 2008, Lila était recroquevillée sur le bord du lit, la tête tournée vers le mur. L'oreiller paraissait trop grand pour son visage minuscule, comme si son corps entier risquait d'y être englouti. Un ours en peluche reposait contre sa poitrine, et un manteau qui sentait légèrement la fumée de bois avait été soigneusement plié au pied du lit. Nathan, assis sur une chaise à ses côtés, le dos droit, les mains jointes, fixait la fillette. Le cliquetis feutré de talons résonna sur le sol de pierre, annonçant une présence. La porte s'ouvrit lentement. Eleanor Monroe, assistante sociale, entra, un dossier mince à la main, suivi du docteur Samuel Lee, celui qui avait examiné Lila la veille. Elle s'arrêta en voyant l'enfant se redresser brusquement, se ratatiner dans un coin du lit, semblable à un lapin effrayé, ses instincts en alerte. « Elle est encore très choquée depuis qu'on l'a retrouvée, » dit le docteur à voix basse. « Mais la nuit dernière, dans son sommeil, je l'ai entendue appeler quelqu'un. » Elena hocha lentement la tête, puis s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. Sa voix n'était ni forte ni trop douce. C'était la voix d'une femme qui connaissait la douleur depuis longtemps. « Tu peux me dire ce qui s'est passé, Lila ?» La petite fille resta silencieuse. Son regard glissa vers Eleanor, puis se détourna aussitôt, comme si elle pesait en elle-même la sécurité contre le danger. Sa petite main commença à tirer doucement sur le bord de la couverture. Et, après un long moment, elle murmura. « Papa a dit qu'on partait en voyage. Mais il n'a pas pris de nourriture. Il n'a apporté qu'une boîte en plastique et il m'a dit de m'asseoir là, dans l'herbe. Puis il est parti. » Le docteur lui baissa les yeux. Son visage resta impassible, mais ses sourcils se froncèrent légèrement. Elena reprit, lentement, doucement. « Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ?» Lila hocha la tête, serrant encore la couverture. « Il y avait un serpent, il est passé juste là. Mais j'ai pas pleuré, parce que maman a dit que pleurer, c'est avoir peur. Et je voulais pas que maman ait peur. » Le silence tomba, absolu. Personne ne réagit de manière excessive. Elena se leva simplement et quitta la pièce avec le docteur. Une fois la porte refermée, Nathan tourna les yeux vers Lila. Elle s'était de nouveau tournée contre le mur, les épaules encore agitées de tremblement. Dans le couloir, Eleanor s'adossa au mur, expirant lentement comme quelqu'un qui émerge d'une eau profonde. « Son histoire est cohérente, dit-elle au docteur. Les émotions sont vraies. Mais il nous faut des preuves. » Lia acquiesça. « Je vois des signes évidents de malnutrition. Quelques ecchymoses anciennes au poignet. Mais rien ne peut être confirmé sans témoignage supplémentaire. » Elena poussa un soupir.
Le lendemain matin, l'hôpital rédigea un rapport d'urgence concernant une enfant non accompagnée présentant des signes d'abandon. Selon le protocole, l'affaire fut classée comme suspecte de maltraitance. Une enquête fut automatiquement ouverte. 3 personnes furent dépêchées sur place, l'agent Carter, jeune adjoint du shérif Tom Whittaker, Nora Quinn, psychologue spécialisée en traumatisme, venue de l'État voisin, et June Marlowe, inspectrice sociale indépendante chargée d'assurer l'objectivité de l'évaluation. Tous 3 avaient été appelés par le shérif en personne, juste avant l'aube. Le shérif, désormais âgé de plus de 50 ans, ancien marine, n'était pas connu pour sa sévérité, mais pour sa capacité à écouter et à discerner entre un enfant qui invente pour éviter de rentrer chez un parent, et un enfant qui, abandonné si longtemps, ne sait plus à qui faire confiance. Il était difficile à convaincre. Mais cette fois, les paroles de la fillette et le regard de Nathan l'avaient empêché de dormir. Les enfants inventent souvent des histoires pour éviter de rentrer chez eux, surtout après un divorce, dit-il. Personne ne contesta. Mais personne non plus n'acquiesça pleinement. De l'autre côté de la vitre, Nathan se tenait droit, tenant dans ses mains l'ancien manteau de lilas. Il n'avait pas entendu toute la conversation, mais la dernière phrase avait suffi. Son visage n'exprimait aucune colère. Seulement un silence si dense qu'il semblait comprimer toute la pièce. Il glissa la main dans la poche du manteau, en sortit un morceau de papier déchiré, plié en 4. En le dépliant, il révéla un dessin grossier au crayon, une forêt, une voiture, une silhouette qui s'éloigne, et un tout petit enfant assis dans l'herbe. Personne n'apprend à un enfant à inventer des détails comme cela. Cette nuit-là, la pluie se mit à tomber. Le bruit des gouttes sur le toit de tôle de l'hôpital résonnait lentement, comme une horloge battant un rythme plus lent que d'habitude. Lila se réveilla vers minuit. Elle tourna la tête et aperçut Nathan, toujours là, assoupi dans la chaise, la tête penchée sur le côté, son manteau posé sur lui. Elle le regarda longuement, puis murmura doucement, sans savoir si c'était pour elle-même ou pour l'homme endormi. « Tu me crois ?» Nathan n'ouvrit pas les yeux, mais hocha légèrement la tête, presque imperceptiblement, comme s'il avait déjà répété ce geste 1000 fois. « Si je ne te croyais pas, répondit-il, d'une voix basse et assurée, je ne serais pas encore là. » Sur la vieille table de bois, près de la fenêtre, une bougie à demi consumée vacillait dans la lumière mourante de la fin d'après-midi. La petite maison, nichée au fond d'une forêt clairsemée, était celle où Rachel, la mère de Lila, vivait recluse depuis 4 ans. Pas d'adresse fixe, aucun visiteur, quelques livres usés, 2 cadres retournés contre le mur, et des nuits glaciales sans fin, comme si même le temps avait cessé de vouloir passer. Assise à la table, elle tenait un journal local plié, relisant un court article enfoui entre les annonces et les résultats sportifs. Jeune fille non identifiée retrouvée dans la forêt de Kingswell, actuellement soignée à l'hôpital régional. La police n'a pas encore communiqué d'autres détails. Aucun nom. Aucune photo. Mais d'une certaine manière, ces lignes effacées lui écrasèrent la poitrine, les mots réveillant quelque chose que Rachel pensait avoir perdu, l'espoir, fragile, insensé, et susceptible de lui déchirer le cœur une fois de plus. Il y a 4 ans, Rachel Bennett était une épouse et une mère. Mais après un divorce trouble, elle était considérée comme mentalement instable. Andrew Bennett, son ex-mari, était un manipulateur posé, habile à soumettre tout et chacun à sa volonté, juste pour être avec sa maîtresse. Un procès bref. Un rapport psychologique fabriqué. Une courte phrase du juge, l'enfant doit être avec son père. C'est tout ce qu'il a fallu pour dépouiller Rachel de ses droits de garde. Depuis ce jour, elle vivait comme une fugitive. Mais son seul crime était d'aimer sa fille d'une manière que le monde refusait d'accepter. Cet après-midi-là, Rachel entra dans la cour de l'église Grace, un endroit où elle avait prié d'innombrables fois, sans jamais recevoir de réponse. Le révérend Jonah Wells balayait les feuilles mortes. La soixantaine passée, il était le seul pasteur du quartier, un homme rarement intrusif, mais qui avait une manière discrète d'inciter les autres à s'ouvrir, par sa simple présence. Jonas n'était pas du genre à prêcher. C'était l'homme qui restait assis en silence au chevet des patients hospitalisés, celui qui se souvenait de l'anniversaire d'un enfant parti 3 ans plus tôt. Il vit Rachel et s'arrêta, appuyant le balai contre la clôture en bois. « Je suppose que ce n'est pas seulement une visite du dimanche, » dit-il, sa voix aussi calme et stable que l'homme lui-même. Rachel resta silencieuse, sortit un journal plié de son sac et le lui tendit. « Ce n'est qu'après l'avoir lu qu'elle a parlé. Tu m'as dit un jour que si j'avais besoin de parler, je reviendrais ici. J'ai besoin de t'écouter maintenant.
Jonah hocha la tête. Tu crois que c'est elle? Je ne sais pas, murmura Rachel, mais quelque chose en moi ne me laisse pas rester assise. Le révérend la regarda, puis se tourna vers le sanctuaire derrière lui. Tu devrais parler à Marie-Élise. Elle habite toujours près de chez toi. Sa vue est mauvaise, mais sa mémoire est vive. Elle observe discrètement, sans jamais se mêler de ce qui se passe. Si quelqu'un en ville se souvient du genre de mère que tu étais, c'est bien elle. La maison de Marie-Élise se trouvait sous un vieil érable, de l'autre côté du sentier qui menait à la forêt. Elle avait été autrefois une voisine amicale, jamais trop curieuse, jamais du genre à bavarder. C'est peut-être pour cela qu'elle était l'une des rares personnes que Rachel voulait encore voir. La vieille femme ouvrit la porte lorsque Rachel frappa. Ses yeux, voilés par l'âge, parvinrent néanmoins à reconnaître la silhouette sur le porche. « Rachel, tu es toujours en vie. »« Oh non, je suis désolé. Je voulais dire que tu es toujours dans cette ville. » Rachel laissa échapper un léger rire. Elle détestait ce ton à moitié plaisant, mais maintenant, il lui semblait étrangement réconfortant. Ils étaient assis dans la cuisine, obscurs sous les murs tachés de fumée. Marie versa du thé, tendit à Rachel un biscuit cassé et posa son coude sur la table pour l'examiner attentivement. « Je me souviens de toi. Tu allais tous les matins sur le balcon avec ta poussette et tu chantais pour la petite fille. C'était quoi sa chanson préférée, déjà? Somewhere Over the Rainbow? » Rachel hocha la tête, les yeux rouges. « Tu étais une bonne mère, » continua Marie, « mais ton mari, il disait aux gens que tu étais incontrôlable. Tu hurlais la nuit. Tu jetais des chaises par les fenêtres. »« Ça n'est jamais arrivé, » interrompit Rachel. « Pas en colère, juste clair. »« Je sais, » répondit la vieille femme. Mais à l'époque, cette ville trouvait plus facile de croire que de demander. Le silence persista. Finalement, Marie posa sa main sur celle de Rachel et la serra légèrement. « Si vous croyez que cette fille est Lila, n'hésitez pas. Elle a besoin d'entendre la voix de sa mère, ne serait-ce qu'une fois. » Cette nuit-là, l'hôpital Kingswell avait le même aspect que d'habitude. Des lumières jaunes. Le rythme régulier des machines. Des couloirs interminables qui s'étiraient comme des souvenirs. Elle s'arrêta devant la chambre 208, la porte légèrement entr'ouverte, une vitre dépolie offrant une vue floue à l'intérieur. Lila dormait, une petite enfant, le dos tourné à la porte, serrant dans ses bras un ours en peluche, enveloppé dans d'épaisses couvertures. L'homme à côté d'elle, Nathan, était assis, affalé dans le sommeil, le visage penché vers la fille, comme s'il se penchait sur ses propres rêves épuisés. Rachel ne pouvait pas voir clairement le visage de sa fille. Mais elle savait. Elle le savait d'une manière qui n'avait pas besoin d'être confirmée. À la façon dont ses mèches de cheveux en bataille retombaient sur son front. À la façon dont elle tirait la couverture jusqu'à son menton ou une habitude de petite fille. Et à cette douleur qui montait sans nom, ramollissant ses genoux d'émotion. Elle n'a pas frappé. Elle n'est pas entrée. Elle est restée là, juste assez près pour voir chaque mouvement à l'intérieur, assez loin pour que personne ne se rende compte qu'elle l'observait. La jeune fille respirait régulièrement. Pas de panique. Pas de sursaut. Comme si cette pièce appartenait à un autre monde, un monde sûr, où quelqu'un veillait sur son sommeil. Cette personne était Nathan Grayson, un homme que Rachel n'avait jamais rencontré, mais dont le nom avait surgi une fois dans un murmure d'un ancien voisin d'église. Il dormait sur la chaise, la tête penchée vers la fille, une main posée sur le bord du lit, un geste discret, mais suffisant pour dire à Rachel que Lila était prise en charge. Rachel expira, non pas de soulagement, mais parce que pendant 4 ans, elle ne s'était jamais laissé convaincre que quelqu'un d'autre pouvait vraiment se soucier de Lila. Sa main toucha la vitre, assez doucement pour ne laisser aucune trace. Mais à l'intérieur, de vieilles cicatrices refirent surface. Le souvenir d'avoir été traité de mère instable. D'avoir essayé de parler, de pleurer, de s'expliquer ou pour ne recevoir que des regards froids et le hochement de tête du juge. Il avait pris son enfant, puis l'avait laissé dans les bois comme un animal. La rage qu'elle avait longtemps enfouie sous la peur bouillonnait désormais comme de la lave. Non pas une rage sauvage, mais une fureur lucide, dangereuse par sa clarté. Elle reprendrait ce qu'il avait volé, quoi qu'il en coûte. À l'intérieur, Lila s'agita, resserra la couverture, ses lèvres murmurant quelque chose d'inaudible. Rachel n'entendait rien, mais son cœur se serrait. Si elle intervenait maintenant, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Elle risquait de pleurer. Lila risquait de ne pas la reconnaître.
Elle risquait d'avoir peur. Rachel n'était pas prête pour cela, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait que le moment n'était pas encore venu. Soudain, des pas doux derrière elle. « Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un ?» Une jeune infirmière se tenait derrière elle, le visage aimable, tenant un presse-papier. Rachel sursauta légèrement, puis se retourna, ajustant son écharpe, les yeux baissés. « Non. Je passais juste par là. J'avais quelqu'un ici. » « Cette chambre est réservée aux soins intensifs, » dit doucement l'infirmière. « Le patient a besoin de repos. Si vous êtes de la famille. » « Je ne le suis pas, » coupa Rachel. Sa voix était calme, mais ses yeux s'étaient déjà détournés. « Merci. » Puis elle s'éloigna. Ni vite, ni lentement. Chaque pas ramenait un morceau de souvenir à sa place, attendant le moment où il serait rappelé. Dans le couloir, les lumières fluorescentes s'éteignaient devant nous, silencieuses et pâles. Mais cette fois, Rachel n'avait pas peur. Car même sans connaître le chemin, elle avait trouvé sa direction. Et vous, si vous étiez Rachel, auriez-vous le courage de revenir, sachant que vous pourriez être à nouveau rejeté? Commentaire oui si vous franchissiez le pas. Commentaire non si tu pouvais attendre un peu plus longtemps, pour un signe plus clair. La ville de Kingswell est nichée au cœur d'une forêt dense, ses routes serpentant le long des collines, ses quartiers clairsemés dispersés comme des murmures dans les matins brumeux. Tous les sons semblaient engloutis, à l'exception du doux carillon des cloches à vent provenant du café du coin, où les gens se rassemblaient encore chaque jour pour siroter un café léger, écouter une vieille radio et bavarder sur des choses que personne n'osait confirmer comme entièrement vraies. Sur la route principale qui sort de la ville, le petit bâtiment peint en blanc du poste de police local était niché sous une rangée d'érables perdant leurs feuilles. À l'intérieur, le shérif Tom Whittaker, un homme d'une cinquantaine d'années, anciennement en poste à Denver avant d'être transféré dans cette petite ville pour éviter les tempêtes, examinait un rapport envoyé par Eleanor Monroe. Tom était un homme peu bavard, aux yeux enfoncés, à la voix grave et à la peau bronzée. Mais il dégageait une présence calme qui empêchait les autres de deviner ses pensées. Pourtant, ceux qui le connaissaient depuis assez longtemps comprenaient ceci, s'il fixait un rapport pendant plus de 3 minutes en silence, il était sur le point d'agir. La fille a dit que son père l'avait emmené dans les bois, demanda Tom. Eleanor hocha la tête. Cela ne correspond pas à la déclaration initiale d'Andrew Bennett. Il a dit que Lila s'était perdue en se promenant dans le parc avec sa nouvelle épouse. Tom fronça les sourcils. De quel parc a-t-il parlé? Shady Piney. Mais cette forêt est fermée depuis un certain temps à cause de la présence de serpents venimeux. Personne n'y accueille d'enfants. Tom ferma le dossier et se leva. Appelle Carter. Je veux vérifier les caméras autour de Shady Piney, à l'est de la ville. Emily Hart, une journaliste indépendante vivant dans un appartement exigu au-dessus d'un atelier de réparation de climatiseurs, était au téléphone, tapant rapidement sur son ordinateur portable tout en griffonnant des notes à la main. Emily avait autrefois travaillé pour un grand journal local. Mais après qu'une révélation sur une corruption médicale a entraîné sa suspension, elle a choisi de quitter la vie citadine pour s'installer à Kingswell. Depuis, elle gagnait sa vie en écrivant des articles d'enquête en freelance, discrètement, sans détour, toujours à la recherche d'histoires cachées dans les marges. Un communiqué interne de l'hôpital a confirmé que la jeune fille non identifiée était soignée dans la chambre 208, a déclaré une source proche à l'autre bout du fil. Une mère est-elle déjà venue la réclamer, demanda Emily. Non, mais il y a une femme devant la pièce. Elle n'est pas entrée. C'est peut-être la mère. Emily rouvrit un vieux dossier. Ce nom Rachel Bennett était apparu lors d'un divorce controversé 4 ans plus tôt. Elle marqua le coin de la page et sauvegarda son dernier brouillon. Quand la vérité est à la limite de l'opinion publique? Au Reynolds General Store, une petite épicerie qui faisait également office de station-service près de la forêt, le shérif Tom et l'agent Carter visionnaient des images de surveillance. Jake Reynolds, le propriétaire, était un homme d'âge moyen qui vivait à Kingswell avant même l'apparition des smartphones. Il n'était proche de personne, mais il conservait chaque reçu, chaque note et chaque vidéo comme s'il s'agissait de ses biens les plus précieux. Ici, Jake pointa l'écran, la semaine dernière, ce matin, un SUV argenté s'est arrêté à l'entrée de Shady Piney. La plaque d'immatriculation correspond à celle du véhicule d'Andrew Bennett. Tom observa attentivement la vidéo. Un homme grand, vêtu d'un manteau gris, sortit et contourna le siège arrière. En quelques secondes, il disparut derrière les arbres. Quand il est revenu, dit doucement Jake, il était seul.
Tom n'a pas montré beaucoup de réaction, mais sa main s'est légèrement resserrée. Dans la chambre d'hôpital où Lila séjournait depuis des jours, la lumière du soleil filtrait doucement par la fenêtre, projetant une teinte dorée pâle sur la fine couverture, telle la chaleur finale de la saison. Lila allait mieux maintenant au plus de perfusion, plus de fièvre mais elle parlait peu. Son regard, bien que vif, semblait toujours éviter le contact, comme si chaque adulte qui s'approchait lui posait une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Le shérif Tom entra avec Eleanor et l'enquêteur Carter. Après une brève discussion, Tom se tourna vers Nathan. Nous avons besoin de plus de temps pour constituer le dossier. L'état de la jeune fille n'est plus critique, et un séjour aussi long à l'hôpital est préjudiciable à son bien-être mental. Les services sociaux n'ont pas encore trouvé de place. Nathan resta silencieux, sentant ce qui était sous-entendu. Eleanor ajouta sa voix, prudente, mais pas froide. Si vous le souhaitez, nous pouvons autoriser la garde temporaire pendant l'enquête. Ce n'est pas une adoption officielle, mais vous agirez comme son tuteur temporaire. Personne ne lui a fait pression. Mais Nathan comprenait, s'il refusait, elle serait envoyée dans un endroit inconnu. D'accord, acquiesça Nathan. Je la ramène chez elle. Lorsqu'ils furent seuls, Nathan s'assit au bord du lit. Lila dessinait. De légers coups de crayon, confus net. Une maison. Des buissons. Un petit soleil au-dessus. Tu aimes dessiner, hein, commença Nathan. Lila hocha légèrement la tête, les yeux toujours fixés sur le papier. Est-ce que cette maison est quelque part où tu as déjà vécu? Non, murmura Lila. Je l'ai inventée. Nathan sourit. Tu veux essayer de dessiner l'endroit où tu vas ensuite? Lila marqua une pause. Que veux-tu dire? Tu ne peux pas rester ici éternellement. Ils ont dit que je pouvais te ramener à la maison un moment, le temps que tout soit réglé. Elle se détourna. Elle n'objecta pas, mais n'approuva pas non plus. Un léger sourire traversa ses lèvres faibles, mais réelles. Lila hocha la tête. D'accord. Cet après-midi-là, chez Nathan Grayson, l'homme qui avait sauvé Lila, l'air était un peu plus lourd. Lucas Grayson, le neveu de Nathan âgé de 15 ans, préparait du café. Il vivait chez son oncle depuis le divorce de ses parents et avait toujours gardé ses distances avec tout, même avec la compassion. Mais depuis l'arrivée de Lila, Lucas sentait que quelque chose avait changé dans la maison. Moins calme, mais aussi moins froide. Lucas avait surpris une conversation entre Nathan et un officier. Une fois parti, il s'approcha et déposa une tasse de café devant son oncle. « J'ai entendu, » dit Lucas sans détour. « La fille, elle a vraiment été abandonnée ?» Nathan hocha la tête sans rien dire. « Alors pourquoi n'en as-tu parlé à personne plus tôt ?» Nathan regarda son neveu d'une voix calme. « Parce que dire ça aux gens trop tôt ne veut pas dire qu'ils te croiront. » Lucas se tut, puis soupira doucement. « À ma place, je ne saurais probablement pas à qui faire confiance non plus. » Quelques jours plus tard, dans son appartement encombré, Émilie était assise au milieu de ses dossiers. Des cernes sous les yeux, elle feuilletait des documents. Elle s'arrêta devant un dossier de divorce datant de 2020, celui d'Andrew Bennett et Rachel Bennett. En creusant plus profondément, elle trouva un rapport d'un centre d'évaluation psychiatrique privé, utilisé comme motif pour la perte de la garde de Rachel. Mais la dernière note figea Émilie. Aucun médecin n'avait signé pour vérification. Le document a été soumis par l'avocat du mari. Émilie se laissa aller dans son fauteuil, les yeux fermés. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le dimanche matin, la lumière du soleil éclairait doucement le rebord de la fenêtre de la maison en bois, perchée sur la colline. Autrefois habitée par une seule personne, elle résonnait désormais du bruit de pas légers, du grincement d'une petite chaise et du clic d'une porte qui s'ouvre. Chaque matin, Lila se réveillait encore tôt, comme tout enfant habitué à un sommeil agité. Mais contrairement à l'hôpital, ici, elle pouvait sortir du lit, trouver Nathan en train de préparer du café et il y avait toujours une chaise libre à la table de la cuisine. Nathan ne lui a jamais demandé de quoi elle rêvait. Il lui a simplement tendu un verre de lait chaud et lui a demandé « céréales ou toast ?» D'habitude, Lila ne répondait pas. Mais elle s'assit. Et cela lui suffisait. Au centre communautaire de la ville, la petite galerie de Léa Sand regorgeait d'œuvres d'art d'enfants, des dessins maladroits aux couleurs vives. Mais une seule œuvre était accrochée, seule, dans un cadre en bois sombre. C'était celle de Lila.
Léa était une artiste qui avait vécu dans le Vermont avant de s'installer à Kingswell pour enseigner. Elle n'avait pas d'enfant, mais était convaincue depuis longtemps que le dessin était le seul moyen pour un enfant de dire ce que les adultes ne veulent pas entendre. Elle rencontra Lila pour la première fois un mercredi matin, lors d'une séance d'essai organisée par Eleanor Monroe. Lila ne dit rien. Elle prit simplement un crayon noir et resta assise en silence. Elle dessina un arbre sans feuilles, et en dessous, la silhouette d'une silhouette détournée, debout dans un carré d'herbe emmêlée. Le dessin fit soupirer Léa. « Tu sais dessiner une ligne d'horizon » dit-elle en essayant de garder une voix posée. Lila ne leva pas les yeux. Mais pendant un instant, Léa en fut certaine, cet enfant n'imaginait pas. Elle se souvenait. Ailleurs, lorsque Rachel apprit que Lila avait été placée chez un certain Nathan Grayson, elle ne dit rien. Elle fit simplement ses bagages, marcha de chez Marie-Élise jusqu'à la bibliothèque publique et récupéra une copie de l'évaluation psychiatrique datant d'il y a 4 ans, le dossier qui lui avait coûté la garde. Quand Emily Hart, la journaliste indépendante qui était venue la veille, est arrivée, Rachel lui a remis la pile de papiers usés. Regardez. Pas de signature de médecin. Juste le tampon d'un cabinet d'avocat. Celui de mon ex-mari. Emily examina chaque page en fronçant les sourcils. Je connais quelqu'un qui peut le vérifier. Cette personne était la professeure Esther Bloom, psychologue judiciaire à l'Université Pacifica, qui avait travaillé sur des dizaines de dossiers de mineurs. Avec le soutien d'Eleanor Monroe, Emily a organisé une évaluation psychologique indépendante pour Lila. Pour la première fois, devant un hôpital, ils se retrouvèrent chez Nathan. Esther n'apporta pas une pile de questions. Elle s'assit simplement à côté de Lila à la table de la cuisine, plaça quelques photos en noir et blanc devant elle, des arbres, des mains, des silhouettes, et demanda gentiment. « Avez-vous déjà pensé que vous méritiez d'être laissé pour compte ?» Lila secoua la tête. « Tu penses que c'était ta faute ?» Lila baissa les yeux. Un long silence. Puis doucement, « Non. Mais si je n'avais pas été là, papa n'aurait peut-être pas été en colère. » Esther n'écrivit rien. Elle regarda simplement Nathan, debout près de la porte, puis Emily. Ce n'est pas une enfant qui essaie de tromper qui que ce soit. Elle n'a pas besoin d'être crue. Elle a besoin d'être reconnue. Au même moment, dehors, la tempête grondait. Le site d'information surveillance familiale ils ont publié un long article accusant Nathan d'avoir mis en scène la situation à des fins publicitaires. Ils ont utilisé une photo de lui devant l'hôpital, avec le titre suivant, « Le veuf et l'enfant sans papier a un scénario de relations publiques parfait ». Les commentaires sous la publication étaient partagés. Qui ramène à la maison l'enfant de quelqu'un d'autre à moins d'avoir un plan, s'il est vraiment si bon, pourquoi ne laisse-t-il pas Lila parler en public? Nathan ne répondit pas. Mais ce soir-là, il resta longtemps sur le porche, téléphone à la main, l'éteignant, le rallumant, le lisant, le supprimant jusqu'à ce qu'enfin, il n'envoie plus de message à personne. Lucas, son neveu, se tenait dans la cuisine, observant par l'entrebâillement de la porte. Il ne disait rien. Il se contentait de poser une fine couverture sur le canapé voisin, où Nathan s'endormait habituellement après minuit. Emily prit une décision. Elle organisa une rencontre avec la juge Judith Cole, chargée de superviser l'affaire qui devait bientôt être portée devant les tribunaux. Judith était une femme qui avait battu de nombreux records en droit, la plus jeune juge de la région lors de sa nomination, mais connue pour ne jamais laisser la pression politique influencer ses décisions. Dans son bureau, elle a accueilli Emily avec des yeux qui n'étaient pas durs, mais qui ne laissaient pas facilement bouger. « Tu es venu me demander de prendre parti ? » Non. Je suis venu vous demander, si vous étiez cet enfant, abandonné, incrédule, que voudriez-vous qu'un adulte fasse ? Judith ne répondit pas immédiatement. Elle tapota légèrement son stylo sur le dossier posé sur son bureau. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle doit être vue. Le lendemain, une assignation à comparaître a été officiellement émise contre Andrew Bennett. Lors d'un bref point de presse, le porte-parole de l'enquête a confirmé. Monsieur Andrew Bennett a été convoqué pour avoir abandonné un mineur dans une situation dangereuse. Andrew, lorsqu'il a été approché par les journalistes, n'a dit qu'une seule phrase. Encore un tour de ceux qui veulent me faire tomber par méchanceté. Ma fille, si elle dit quelque chose, doit se souvenir de quelque chose de travers. Ce soir-là, dans la petite maison en bois, Lila était assise à côté de Nathan dans un fauteuil, feuilletant son carnet de croquis. Elle désigna un dessin et murmura, « Cette personne, c'est papa. » Nathan ne lui demanda pas comment elle le savait.
Il posa simplement une main sur son épaule, aussi légère qu'un souffle. C'est bon. Je serai là jusqu'à ce que cette personne ne te fasse plus peur. Fin d'après-midi. Un pâle soleil éclairait le long couloir du cabinet privé où exerçait Evan Blake. À l'intérieur, le cliquetis des claviers rapides et réguliers résonnait comme le tic-tac d'une horloge. Personne ne se regardait plus d'un coup d'œil. Chaque conversation ressemblait davantage à la préparation d'un procès qu'à la vie. Evan Blake, au début de la quarantaine, les cheveux lissés en arrière, un sourire bref comme un signe de ponctuation, était connu comme el négociateur invaincu. Il avait sauvé de nombreuses personnalités en proie à des scandales de tomber dans le piège du jugement public même si elles l'avaient creusé elles-mêmes. Pour Evan, la nature n'avait aucune importance. C'était l'histoire qui déterminait la victoire. Andrew Bennett était assis en face de lui, lunettes de soleil à l'intérieur. Ses gestes témoignaient de son intrépidité envers le système et envers le jugement. Il craignait seulement de perdre le contrôle. « Que va-t-elle dire » demanda Evan en ouvrant un épais dossier. « Elle dira que j'ai laissé la fille dans les bois. Que je suis un démon déguisé en humain, » dit Andrew en haussant les épaules. Mais l'important, c'est que personne n'a rien vu. Pas de vidéo. Pas d'enregistrement. Juste les paroles d'un enfant, et d'une femme qui a subi une évaluation psychiatrique. On va utiliser exactement ça, acquiesça Evan. Je vais examiner l'intégralité du dossier médical de Rachel. Si jamais il y a eu un diagnostic d'instabilité, alors tout ce qu'elle dit n'est qu'un symptôme. Ce soir-là, Gloria, la seconde épouse d'Andrew, participait à une conférence de presse privée organisée par le groupe Family Watch. Vêtue d'une robe élégante, tenant un mouchoir blanc bordé de dentelle, Gloria parlait d'une voix lente, comme si elle regrettait. « Je suis vraiment désolée pour tout. Mais Rachel a frappé la fille un jour. C'est moi qui l'ai emmenée dans une clinique privée, où on lui a diagnostiqué des troubles émotionnels. Je ne voulais pas dire ça. Mais maintenant, je ne peux plus me taire. » La caméra a zoomé sur le visage en larmes de Gloria. Les spectateurs ont vu une mère courageuse, protégeant un enfant. Personne n'a vu la main serrant le mouchoir jusqu'à ce qu'il soit froissé. Ailleurs, Emily Hart, après avoir passé des jours à rechercher des informations dans d'anciens dossiers administratifs, a retrouvé un ancien camp de serpents fermé dans la partie sud de la forêt de Shady-Piney. Le propriétaire du camp, Howard Green, était sexagénaire. Il vivait seul, s'occupait des quelques animaux restants et conservait tous les documents datant de l'époque où le camp était encore actif. Andrew Bennett ? Howard hocha la tête en entendant ce nom. Je me souviens de lui. Emily ouvrit son carnet. Tu es sûr que quelqu'un comme ça est venu me demander ça en début d'année dernière ? Il hocha de nouveau la tête. Pas de nom. Mais une voiture argentée. Des chaussures en cuir de luxe. Une voix comme celle de quelqu'un habitué à ce que les autres fassent des choses pour lui. Qu'a-t-il demandé ? Où dans les bois il y avait encore des serpents. Pas des serpents apprivoisés. Des serpents venimeux. Emily a noté chaque détail. Puis elle a levé les yeux et a demandé, « As-tu déjà pensé à signaler l'incident à la police ?» Howard rit doucement. « J'ai l'habitude que les gens élèvent des serpents, pas par amour des animaux. Je ne pensais simplement pas que quelqu'un les utiliserait pour abandonner son propre enfant. » Rachel est arrivée chez Nathan Grayson par une froide matinée de début octobre, alors que la rosée s'accrochait encore à l'herbe. Et le soleil n'avait pas encore dégagé les arbres. Elle n'a pas appelé à l'avance, n'a pas téléphoné. Celui qui ouvrit la porte fut Lucas, un garçon aux yeux perçants et à la voix brève, qui hésita, regardant la femme mince devant lui avec une prudence évidente. « Je suis la mère de Lila », dit Rachel sans adoucir le ton, sans supplier, juste une vérité qui devait être entendue correctement. Lucas hocha la tête, puis disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Nathan lui-même sortit, le visage sévère. « Peux-tu m'accorder un instant » demanda-t-il, une main sur le cadre de la porte, les épaules inclinées comme pour bloquer un monde indésirable. Rachel hocha la tête. Ils s'assirent sur un banc en bois, sur le porche. Nathan ne demanda pas pourquoi elle était venue. Il demanda. « Pourquoi n'as-tu pas été présent ces 4 dernières années ? Pourquoi n'as-tu pas fait appel ? Pourquoi n'as-tu pas parlé ?» Rachel sortit une pile de vieux papiers de la poche de son manteau, les bords jaunis. « C'est pour ça, dit-elle. Ils m'ont envoyé me faire examiner dans une clinique privée. Pas de médecin, juste des papiers tamponnés. Le tribunal n'a pas enquêté plus avant.
Mon ex-mari a engagé de meilleurs avocats que moi. Justice. Elle s'arrêta, les yeux fixés sur la cour vide. Et ils ont dit que si j'essayais d'approcher Lila, je serais arrêté pour harcèlement. Je croyais avoir perdu mon droit d'être mère. Nathan fixa les papiers dans sa main. Un bref silence suivit. Puis il dit. Entrez. Elle dessine. Rachel entra dans la cuisine comme quelqu'un qui retournait dans un endroit qui ne se souvenait plus de son odeur. Pas de tableaux sur les murs, pas de jouets éparpillés un peu partout, mais l'odeur du lait, des pâtisseries et des cadeaux persistait. Lila était assise, le dos tourné, la tête penchée sur le papier. Le seul bruit était le grattement régulier d'un crayon. Lorsque Rachel s'est approchée, la jeune fille a levé les yeux, ses yeux rencontrant la femme qu'elle n'avait osé appeler que par son nom dans ses rêves. Personne n'a parlé. Rachel fit un pas à la fois, tira la chaise opposée, ses mains sur la table sans trembler, mais vide. Nathan se tenait à la porte, sans intervenir. « C'est ta mère », dit-il simplement. Lila regarda Rachel ni effrayée, ni joyeuse. C'était le regard de quelqu'un qui se demandait si le monde était réel, ou juste une chose de plus qui allait disparaître. « Je sais que je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi », commença Rachel, sa voix égale, comme un fil qui recoud de vieilles larmes. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, pas un seul jour. Lila cligna des yeux. Je pensais que tu ne voulais pas me trouver. Je l'ai fait. Mais ils ont dit que je n'étais pas assez normale pour être mère. Et j'ai eu la bêtise de les croire. Une minute passa. Puis Lila posa son crayon. Elle se leva ni lentement ni précipitamment et s'approcha d'elle. Elle effleura la main de Rachel, comme si elle touchait une ombre qui l'avait suivie toute son enfance. Pas de câlin, pas de larmes mais son visage s'est adouci, comme la première brise après un long hiver. Cet après-midi-là, Nathan appela Rachel sur le porche. Sur la table se trouvait la tablette qu'il utilisait pour ranger ses documents. Il y a quelque chose que je pense que tu devrais entendre de sa part, directement. Il a joué un enregistrement. La voix de Lila résonna, douce, stable, presque un souffle. Quand papa fermait la porte, il la verrouillait de l'extérieur. Je n'ai pas pleuré, mais je me souviens avoir eu faim. Pendant 2 jours. Un jour, la belle-mère, elle a versé de l'eau dans mon bol de nouilles et a dit que c'était pour le chien. On m'a frappé avec le manche à balai. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne l'appelais pas maman. Nathan a arrêté la lecture. Rachel était assise là, le visage pâle. Ses mains sur ses genoux tremblaient légèrement. Lila t'a dit ça? Pour moi. Et pour son professeur d'art plastique. Elle a dit que la fille dessinait sans larmes. Mais chaque dessin est froid et humide. Le silence s'éternisa. Puis Nathan dit doucement. On ne peut pas laisser cela perdurer. On ne peut pas laisser un enfant porter les cicatrices d'un adulte un jour de plus. Rachel hocha la tête. Pour la première fois, ce hochement de tête n'évitait plus rien. Quoi qu'il en coûte, dit-elle. Tant qu'on ne la considère plus comme une erreur. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat, Andrew a été officiellement convoqué. Devant lui se trouvait une copie d'une vidéo d'une station-service, où l'on pouvait voir sa voiture apparaissant à la lisière de la forêt au moment exact où Lila avait disparu. « Avez-vous quelque chose à dire ?» a demandé l'officier. « Comme tout autre père, j'ai emmené mon enfant faire un tour en voiture », a-t-il souri. La fille s'est amusée et s'est perdue. J'ai signalé sa disparition. Mais les gens ne le voient pas. Il y a des preuves que vous avez demandées à propos de serpents venimeux, a rétorqué Emily, invitée à l'audience. Andrew se pencha en arrière et expira. Un enfant dont personne ne voulait. Mon ex-femme est folle. N'importunez pas la justice. C'est moi qu'on calomnie ici. La salle d'audience était pleine à craquer. Au dernier rang, les journalistes tapaient à voix basse. Les gens chuchotaient non pas parce qu'il s'agissait d'une célébrité. Mais parce qu'aujourd'hui, une enfant serait confrontée à celui qui l'avait autrefois abandonné. En plein jour. Sous les projecteurs. Et devant un système longtemps remis en question par tous. La juge Judith Cole était assise au centre, vêtue d'un costume gris pâle, ses yeux ne quittant jamais l'accusé. Andrew Bennett portait un costume. Les jambes croisées, le visage calme. À côté de lui, l'avocat Evan Blake tenait un dossier comme un accessoire bien préparé pour la représentation à venir. Le procureur a ouvert. Votre honneur,
cette affaire ne nécessite pas de long chef d'accusation. La victime est une fillette de 7 ans. L'accusé est son père biologique. Nous disposons de preuves photographiques, d'enregistrements audio, de témoignages indépendants et, surtout, nous détenons la vérité. L'agent Carter a été appelé à la barre. Il a montré des images prises par une caméra de station-service. La Ford argentée d'Andrew s'est arrêtée à la lisière de la forêt de Shady Piney à 18h47, le jour même de la disparition de Lila. Andrew est sorti, a ouvert le coffre et en a sorti une boîte en plastique. Suivant, données GPS du système de la voiture. Le véhicule a quitté la zone forestière sans assistance. Aucun signal du siège passager arrière pendant le trajet de retour. Nous confirmons que M. Bennett a désactivé le siège de sécurité pour enfants à 19h01, soit seulement 14 minutes après avoir quitté le dernier arrêt. Témoignage d'un témoin. M. Howard Green, propriétaire d'une ancienne ferme de serpents, s'est levé et a parlé clairement. Il m'a un jour demandé où se trouvaient encore des serpents venimeux. Un endroit isolé, pas encore clôturé. C'est exactement ce qu'il m'a dit. L'avocat Evan s'y est opposé. Il n'a pas donné son nom. Comment pouvez-vous être sûr que c'était l'accusé? Howard haussa les épaules. Il portait des chaussures italiennes en cuir. Il ouvrait un portefeuille plaqué or. Et conduisait la même voiture que celle que je viens de voir dans la vidéo. Je ne rencontre pas 2 hommes comme ça en un an. La journaliste Emily Hart a ajouté des preuves supplémentaires. Nous avons vérifié que le diagnostic de santé mentale de Rachel Bennett était faux. La clinique émettrice avait fermé. Aucun médecin n'avait signé le rapport. Et encore une chose. Elle a montré une capture d'écran ou une demande d'appel qui avait été refusée parce que l'équipe juridique d'Andrew l'avait bloquée. Rachel n'a pas perdu la garde de son enfant à cause d'une maladie. Mais parce qu'elle n'avait aucun pouvoir. L'avocat Evan a répliqué. Il s'avança, la voix calme. Tout le monde veut croire à une histoire pleine d'émotions. Mais un tribunal ne se fie pas aux émotions. L'enfant est influencé par son entourage. Et nous n'avons pas prouvé que M. Bennett avait l'intention d'abandonner son enfant. Il pourrait s'agir d'un accident, d'un malentendu. Lila s'avança. Tenant un ours en peluche usé que Linda, la greffière du tribunal, avait soigneusement préparé à l'avance. Elle parlait doucement, d'un rythme régulier, presque chuchoté. Papa m'a laissé m'asseoir sous l'arbre. Il a dit qu'il allait chercher à manger. Mais il n'est pas revenu. J'ai compté jusqu'à 50. Puis plus. Puis j'ai arrêté de compter. Un serpent est passé. Je n'ai pas bougé. Mais j'avais plus faim que peur. Quand la nuit est tombée, j'ai pensé que maman ne voulait peut-être plus me voir. Mais quelqu'un est arrivé. Ils n'ont rien demandé. Ils ne m'ont pas grondé. Ils m'ont juste donné un manteau. Et se sont assis à ma hauteur. Nathan se leva, libérant enfin la fureur qu'il avait en lui. Au milieu du silence, il s'avança sans attendre d'être appelé. Sa voix se brisa, chaque mot étant clair sans crier. Cette fille n'a pas besoin d'un père. Elle a besoin de quelqu'un qui ne la quittera plus. Je ne suis pas un héros. J'étais juste là au bon moment. Mais ceux qui auraient dû être là ont choisi de partir. Personne n'a le droit de lui faire du mal à nouveau. Ni pour de l'argent, ni pour sa réputation, ni pour obtenir la garde légale sur le papier. La juge Judith a balayé la salle d'audience du regard. Ses yeux s'attardèrent plus longtemps sur Andrew, qui se tordait les mains sous la table, les yeux rouges, non pas à cause de l'émotion, mais parce qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Le tribunal déclare l'accusé Andrew Bennett coupable d'abandon volontaire d'une mineure, mettant sa vie en danger. Il est placé en détention provisoire immédiatement. Une ordonnance d'enquête est rendue contre Gloria Bennett pour avoir fourni de faux documents médicaux, avec effet à compter d'aujourd'hui. Dans le silence qui suivit, Lila se tourna vers sa mère. Rachel sourit. Pas de larmes. Pas d'amertume. Juste une mère, enfin au bon endroit. Lila serra sa main plus fort. Et pour la première fois, il a souri non pas parce que le méchant était puni, mais parce que pour la première fois, tant de personnes avaient choisi de rester. La lumière dans la salle d'audience ce jour-là ne venait pas du plafond, ni des projecteurs. Mais d'un enfant assis tranquillement, tenant un ours en peluche usé. Regardant autour de la pièce où, enfin, les adultes étaient prêts à écouter.